Alors, la Revue du vin de France est d'abord un titre très ancien, puisque c'est le premier magazine qui a été créé dans le monde, spécialisé dans les vins, et en particulier les vins de qualité. Donc la revue a été créée en 1927. Elle est aujourd'hui le premier titre en langue française dans le domaine du vin. Elle est même d'ailleurs le premier titre européen en diffusion, puisqu'on a une diffusion qui tourne entre 45 000 et 50 000 exemplaires, diffusion payée. Donc la revue produit 10 numéros chaque année, 2 hors-série, 2 guides, et nous publions aussi des suppléments cette année avec Le Monde, 7 suppléments tout au long de l'année, et puis un hebdomadaire qui s'appelle Le Nouvel Observateur. Nous publierons 3 suppléments cette année avec eux. Le premier va sortir dans quelques semaines. Le premier supplément avec Le Monde est sorti juste il y a quelques jours. Donc ça, c'est pour l'activité, on va dire, print, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut se diversifier. D'ailleurs, le vin lui-même devient un enjeu mondial. Donc on crée aujourd'hui des événements tels que celui-ci, ce salon, qui a pour objectif de rassembler des grands vignerons, un public de connaisseurs, de passionnés, également des critiques ou des professionnels du vin, des sommeliers, des restaurateurs. Nous avons créé donc il y a maintenant 6 ans ce salon de Paris, et nous avons déjà organisé 2 salons à Bruxelles, donc en Belgique. Nous allons organiser à Genève à la fin de cette année un salon en Suisse. Et puis nous ouvrons également un peu tardivement, certes, mais on arrive enfin à l'international, au grand international, et on travaille avec un groupe chinois, on a un partenaire chinois, et nous avons lancé une édition en Chine de la revue qui s'appelle La Voix du vin, avec un groupe chinois qui s'appelle SIC. On en est déjà au 13e numéro. Les Chinois, nos amis chinois travaillent très très dur et très très bien d'ailleurs, et on a pour ambition donc là-bas en Chine, à côté de ce magazine, de développer des événements. Donc on a déjà fait un salon à Pékin, mais on a l'intention d'en faire plusieurs dans d'autres grandes villes de Chine. Et peut-être demain, d'ailleurs, de nous ouvrir à d'autres pays, et je pense en particulier à la Russie et au Brésil, où nous réfléchissons, et nous avons quelques contacts en ce moment, sous l'égide du groupe Marie-Claire, puisque la revue du vin de France appartient au groupe Marie-Claire, qui a une édition évidemment au Brésil, mais aussi des éditions chinoises, des éditions russes. Donc on a aujourd'hui les moyens de se développer internationalement de façon plus concrète. Et puis il y a enfin un autre chantier qui est celui de l'Internet, puisque nous avions un site qui vivotait et qu'on a relancé là il y a quelques mois, et qui se développe pas mal, et sur lequel nous fondons pas mal d'espoir. Voilà. Bon, alors ce salon, il est en effet, je pense que son intérêt numéro un pour un amateur brésilien, c'est de découvrir évidemment un bon nombre d'ailleurs de grands Bordeaux, de grands Champagnes, des domaines connus de Bourgogne, mais aussi au-delà de prendre un petit peu connaissance, de découvrir la diversité du vignoble français, puisque il y a là de nombreux représentants d'appellations qu'on ne connaît pas forcément, ou qu'on connaît moins: l'Alsace, la vallée de la Loire, la Corse, le Sud-Ouest. Et donc, je pense que venir au Salon de Paris, c'est quand même miser. Il y a un certain nombre de grands domaines, de grandes étiquettes, mais il y a aussi beaucoup de vignerons de qualité, puisque c'est un petit peu ça la particularité du vignoble français. Il y a à la fois des domaines emblématiques, des grandes maisons de champagne, mais il y a aussi une multitude des dizaines de milliers de petits artisans qui font ce travail si difficile, qui consiste à la fois à être finalement viticulteur, donc agriculteur, conduire sa vigne, à être vinificateur, c'est-à-dire être capable de suivre les vinifications et transformer le jus du raisin en vin. C'est un métier très technique. Et puis aussi, ils sont aussi vendeurs, puisque bien souvent, ils ont aussi la charge de vendre leur vin en France, et puis de plus en plus à l'international. Donc c'est vraiment, il y a assez peu de pays, hein. On trouve ce modèle-là en Italie, mais par exemple, quand on va dans le Nouveau Monde, il y a souvent
D'abord, il y a souvent des grandes firmes. En Australie, par exemple, il y a 4 grandes firmes qui produisent 80% du vin australien. Ce n'est pas du tout le cas en France, où il n'y a pas de géant du vin en dehors de la Champagne. Et donc venir à Paris, c'est découvrir ça. C'est-à-dire, je pense que c'est là une des spécificités de la France, c'est-à-dire son artisanat. La France, et en particulier le vignoble, a su garder une dimension très artisanale avec des gens qui font magnifiquement ces 3 métiers si différents et si difficiles. Bon, alors, pour aller dans le sens un petit peu de ces découvertes, moi je citerai en premier lieu un domaine de la Corse, du sud de la Corse, qui est le domaine des comtes Abatucci. Jean-Charles Abatucci est ici. C'est un descendant d'un compagnon de Napoléon Ier, c'est un comte d'Empire. Mais il a su faire quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'est l'œuvre d'une vie. Il a commencé il y a 30 ans et il a réussi à isoler. Enfin, son père lui avait légué une parcelle d'1 hectare avec 10 cépages autochtones, des cépages rares de Corse qui étaient en voie de disparition. Il les a sauvegardés, il a su les développer. Et aujourd'hui, il produit une série de cuvées qui s'arrachent véritablement à Londres, mais aussi aux États-Unis et en Asie demain. Ce sont des vins qui ne ressemblent à aucun autre vin. Ce sont des vins qui sont faits avec du style, mais qui ont une identité particulière. Je pense que c'est une des voies d'avenir du vin, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de cépages qui sont aujourd'hui très, très largement plantés et mondialisés. On trouve du Cabernet, du Merlot, du Chardonnay sur toute la planète, mais les cépages produits par ce domaine des comtes Abatucci, franchement, c'est magnifique. Sinon, bon, un petit clin d'œil sur Bordeaux. Bon, il y a de très bons Bordeaux. On parlait de Château Braner aujourd'hui, qui à Saint-Julien est un cru classé vraiment qui progresse, qui est magnifique. Mais je voudrais attirer l'attention parce qu'à Bordeaux, il n'y a pas que des grands vins. Il y a aussi il y a des Bordeaux de qualité qui sont beaucoup moins chers. On critique souvent la hausse des prix des grands Bordeaux, à juste titre. Là, je vous recommanderais le château Roland de Bie, qui est un domaine du nord du Médoc. Jean Guyon, son propriétaire, est ici. Voilà un Bordeaux qui se vend entre 12 et 14 euros la bouteille, ici en France, et qui franchement a vraiment le meilleur de ce qu'est un grand Bordeaux, c'est-à-dire l'équilibre, pas trop d'alcool, une bouteille qu'on peut boire à deux sans être assommé, la fraîcheur et l'élégance de Bordeaux. Voilà, Roland de Bie. Un clin d'œil pour saluer le travail d'un couple qui est à cheval entre Bordeaux et la Champagne. Ce sont les Gonnet-Medeville, Julie Medeville, donc sa famille à Château-Gillette, mais ils viennent aussi d'investir donc avec son mari à Margaux. Ils font un Margaux qui est très très prometteur, et puis ils sont aussi en Champagne avec les Champagnes Gonnet, enfin Gonnet-Medeville en l'occurrence. Voilà, un jeune couple qui travaille dans 2 régions différentes, qui a beaucoup d'énergie et qui voyage tout au long de l'année. Donc il y a toutes les chances ils s'arrêtent régulièrement au Brésil. Bon, les champagnes, il y a là le meilleur, entre une maison comme Bollinger par exemple, qu'on ne présente pas, qui est au sommet de ce que peut produire le champagne, et puis un artisan très haute couture qui fait rêver le monde entier, Anselme Solos, qui est là, qui fait goûter ces champagnes qui sont absolument magnifiques. Donc il y a vraiment toute la palette. Un mot sur le champagne Fleury aussi, qui est un champagne bio. La famille Fleury produisent depuis longtemps un champagne bio. C'est très difficile en Champagne puisque le climat est plus humide, il est plus frais, il y a davantage de maladies qui se développent dans la vigne. Et ne pas traiter là-bas, c'est vraiment un sacerdoce, un effort. Donc je vous recommande vraiment de rendre visite. Ce champagne est vraiment délicieux, très racé, stylé et en même temps bio. Et puis je vous inciterai aussi peut-être à découvrir les rosés, les vins rosés en particulier de la Provence. Il y a un domaine qui est ici qui s'appelle le château Labégude à Bandol. La famille Tari produit un rosé exceptionnel et aujourd'hui commence à proposer des rosés. Là par exemple, ils ont mis en vente en magnum des rosés du millésime 2010, donc qui ont été élevés mais avec subtilité
et qui sont des vins vraiment qui méritent vraiment l'intérêt des amateurs. J'ajouterais que la France, bon, aujourd'hui il y a des grands vins rouges, des grands vins blancs dans de nombreux pays, mais dans le domaine du rosé, je pense que la France conserve une avance vraiment importante. Le rosé est un vin qui n'est pas du tout facile à faire, c'est assez technique, et la Provence en particulier, bon, la Bégude, je citerai aussi la commanderie de Peyrassol par exemple, font des rosés vraiment délicieux. Et puis, pour un petit clin d'œil à la région de la vallée de la Loire, il y a là un vigneron de Montlouis et de Vouvray, François Chiden, qui propose vraiment des chenins de classe vraiment mondiale. Alors lui aussi c'est un artisan, mais vraiment c'est délicieux. Je pense qu'il faut goûter les vins de François Chiden.